Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant toujours le management d'item 1 et on est sur la notion de manager et de logique managériale. On va opposer et en fait on va voir que ça ne s'oppose pas vraiment le manager et l'entrepreneur. C'est parti! Alors, dans une première partie, je vous propose d'examiner quelles sont les caractéristiques du manager et quelle est la logique managériale. Alors, la logique managériale, elle arrive dans l'entreprise lorsque l'entreprise a suffisamment grandi. L'entrepreneur, souvent, il commence plutôt assez seul ou en tout cas en format réduit avec ses associés. Et donc, il est corrélé, l'apparition du manager, à l'apparition, en fait, à la croissance de l'entreprise et à l'apparition d'une distinction entre les propriétaires de l'entreprise d'une part, qui sont donc les entrepreneurs, qu'on va appeler des actionnaires, des associés, et qui sont ceux qui ont pris le risque de créer l'entreprise, qui prennent un risque financier et qui espèrent du profit. Et on va les distinguer donc des dirigeants de l'entreprise, qui sont les managers. Et donc, eux, ce sont des employés qui sont au service de l'entreprise et de sa stratégie. Donc, vous voyez, c'est très différent du coup de l'entrepreneur, puisque ce ne sont pas des créateurs, ce ne sont pas des innovateurs, et ce ne sont pas avec leur argent qu'ils prennent les risques. Ce sont bien des employés qui sont au service de l'entreprise et au service des actionnaires et des associés. Alors, concrètement, qui sont ces managers? Donc, ce sont des personnes qui sont salariées de l'entreprise, de l'organisation, et qui vont avoir comme mission principale de coordonner, d'organiser quoi? L'activité des autres employés et donc les activités de l'entreprise. Donc, on va les trouver, les managers, à différents niveaux de l'entreprise. Il peut s'agir d'employés collaborateurs qui sont managers de proximité. Ça peut être des agents de maîtrise, ça peut être leur statut, agent de maîtrise. Ils peuvent être cadres intermédiaires ou ils peuvent être cadres dirigeants. Donc on voit bien qu'un manager, en réalité, ça recouvre des réalités extrêmement différentes du chef de rayon du supermarché d'en bas qui va devoir manager des employés de libre-service à des cadres de très haut niveau, comme par exemple cadre dirigeant dans une grande entreprise, une grande banque par exemple, et avec à l'intérieur un certain nombre d'échelles, avec donc les différents statuts de cadre d'agent de maîtrise ou de cadre. Mais le principal, c'est que ce sont des gens qui sont en responsabilité d'organiser et de coordonner. Alors, les points de divergence avec l'entrepreneur, on les a déjà un petit peu évoqués. Déjà, le statut. Hein. Un manager, il est salarié, d'accord? Donc, ce qui est différent de l'entrepreneur, puisque lui, il est propriétaire de l'entreprise. Le risque, eh bien, le risque n'est pas le même lorsque l'on est son propre patron et qu'on est entrepreneur et chef d'entreprise, et lorsque l'on est salarié d'une entreprise, même si on est cadre avec un haut niveau. Alors, souvent, il y a quand même je vais mettre une petite parenthèse, lorsque vous êtes cadre et dirigeant à un très haut niveau, on commence à vous associer au risque, notamment avec les systèmes dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qu'on réévoquera, les systèmes de stock option, de primes d'intéressement, de primes de participation. On associe de plus en plus les collaborateurs d'une entreprise au fait qu'elle soit pérenne et qu'elle soit en train de gagner de l'argent, en fait, pour répartir bien le fait que l'entreprise gagne de l'argent à ses différents acteurs. Et donc, pour revenir, je ferme ma parenthèse, pour revenir sur les points de divergence, donc on a dit le statut, le risque. Évidemment, quand je suis entrepreneur et que je crée mon entreprise, je prends plus de risques que si je suis salarié et cadre. La logique, en fait, la logique de l'entrepreneur, on l'a vu, hein, c'est une logique qui est souvent dans l'innovation, qui est quelqu'un qui est dans l'autonomie, qui est un peu à la pointe.
Alors que le manager va plutôt être une personne qui a une logique d'optimisation des ressources, qui est plus dans une décision rationnelle, pas du tout au coup de cœur, et qui va laisser plutôt peu de place à l'intuition et à la créativité, alors que la créativité, on l'a vu, c'est un élément extrêmement important de la logique entrepreneuriale. Alors aujourd'hui, on considère que le processus managérial, il est assez circulaire, et donc il y a toute une partie de planification qui est très importante, d'organisation, de contrôle, qui amène à diriger, mais tout autour d'un seul objectif qui est au service des objectifs de l'organisation. Ça, c'est extrêmement important de se dire que le processus managérial, il a un objectif, c'est de servir les objectifs de l'organisation. Et les objectifs de l'organisation, si vous vous rappelez bien, concernant l'entrepreneuriat, c'est bien l'entrepreneur qui fixe les objectifs et les finalités de l'organisation. Deuxième partie que je vous propose d'aborder, qu'est-ce que les managers apportent dans l'entreprise? Alors, eh ben, déjà, ils vont apporter des compétences. D'accord? On va examiner ces compétences. Il y a des compétences fondamentales, celles que l'on retrouve dans tous les types de managers, dans tout type de structure. On les a déjà évoquées. La coordination, la capacité de travailler en équipe, des connaissances sur le secteur, des connaissances techniques et surtout des compétences relationnelles, notamment sur les enjeux de pouvoir en entreprise, sur les enjeux d'autorité, la gestion des conflits également. Et puis, on a des compétences spécifiques qui sont de plus en plus présentes, je trouve, plus vous allez monter en grade, entre guillemets, enfin, en tout cas monter dans la hiérarchie managériale, et plus ces compétences spécifiques seront nécessaires. Alors, il y a la connaissance de l'environnement, connaître ses ressources, savoir anticiper l'environnement. Donc, ça implique d'être en veille permanente, veille informationnelle. Une gestion de l'information. Qu'est-ce que je donne à mes collaborateurs? Il faut que je leur donne suffisamment d'informations pour qu'ils puissent travailler, que ça leur donne du sens, mais il y a des informations qui ne sont pas du ressort de mes collaborateurs que je dois garder à un certain niveau hiérarchique. Donc, une gestion de l'information. Une capacité d'apprentissage en continu. On est dans un environnement, on en reparlera régulièrement. Aujourd'hui, l'environnement des entreprises est extrêmement instable, extrêmement mouvant. Donc, il y a une nécessité pour les entreprises et donc pour les entreprises, pour les managers des entreprises, d'être en permanence en train d'apprendre et de s'adapter à l'environnement, aux clients et à tout un tas de facteurs qui font pression sur l'entreprise. La capacité à faire travailler les autres, ça c'est extrêmement important quand on est manager, puisque notre objectif c'est de planifier, d'organiser et de faire en sorte que les autres se mettent au travail, même si on a notre part de travail. Et c'est pas si facile que ça. Et à gérer les conflits dans les équipes, ça c'est une autre dimension qui est parfois extrêmement délicate. Et voilà, mais ça se travaille, ce sont des compétences qui sont de plus en plus nécessaires. Et puis, la résolution de problèmes stratégiques, ça c'est notamment lorsque vous êtes un manager à un haut niveau hiérarchique, donc plutôt cadre dirigeant. Donc, résolution de problèmes stratégiques, avoir donc de la vision. C'est un élément qu'on va pouvoir partager avec l'entreprise. Alors, tout n'est pas idéal. Lorsque l'on est manager, il y a également, du point de vue de l'entreprise, des risques à prendre en considération vis-à-vis des managers de l'entreprise. Premier risque, c'est qu'ils fassent valoir sa carrière, ses intérêts personnels, plutôt que les intérêts de l'entreprise. Et donc, il peut, dans ce cadre-là, plutôt se sécuriser et trop limiter la prise de risque et ne pas savoir identifier ou conduire des projets qui sont prometteurs parce que ça paraît trop risqué et que il a peur pour ses fesses, pour parler familièrement. Et donc, plutôt que d'y aller en fait, il va plutôt sécuriser. C'est
comme ça que parfois certaines entreprises se retrouvent avec des grosses difficultés. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas osé, en tout cas leurs cadres dirigeants n'ont pas osé à un certain moment. Alors ça arrive plutôt dans les grandes entreprises, avec beaucoup de personnel, avec beaucoup de lourdeur administrative. Mais c'est un vrai risque. Et donc, au final, je vous ai choisi une photo qui me semble intéressante pour comprendre qu'en fait, entrepreneur et manager, ce sont deux rôles extrêmement importants dans l'entreprise. Ce sont deux rôles qui sont totalement complémentaires. Il y a des différences, mais ces différences se complètent et permettent à l'entreprise de croître. On regarde ça. Les différences. L'entrepreneur est à l'écoute de son environnement. Le manager est plutôt quelqu'un qui planifie, qui organise. L'entrepreneur est imaginatif, réactif, et le manager va plutôt être celui qui va gérer les ressources de façon rationnelle. Celui qui prend des risques, c'est l'entrepreneur. Celui qui cherche à les limiter, en tout cas les maîtriser, c'est le manager. Celui qui est le garant de la stabilité, c'est le manager. Celui qui est en perpétuel changement, mouvement, c'est l'entrepreneur. Celui qui est peut-être un peu plus individualiste, c'est l'entrepreneur. Et celui qui anime les équipes et qui accompagne les projets, c'est plutôt le manager. Au fond, les entrepreneurs ont besoin des managers pour faire face à la croissance de leurs entreprises, pour prendre des décisions opérationnelles et stratégiques, et pour mettre en place des procédures rigoureuses. Sans manager, les entrepreneurs, à un moment, ils seraient coincés. D'accord ? Et à l'inverse, sans les entrepreneurs, les managers, ils n'ont plus d'emploi. D'accord ? Donc on est bien d'accord, et c'est la conclusion qu'on va apporter, que la logique entrepreneuriale que nous avons déjà vue et la logique managériale que nous venons d'évoquer, ce sont des logiques complémentaires et qui se complètent. Elles ont absolument besoin l'une de l'autre. On va passer maintenant à la partie 3. Alors, on va parler maintenant de la notion de performance. Elle est liée, c'est un des objectifs de la logique entrepreneuriale et de la logique managériale. C'est d'avoir une entreprise performante. Mais qu'est-ce que ça veut dire être performant? Que recouvre cette notion de performance? C'est ce qu'on va regarder de façon très courte aujourd'hui. Alors, la notion de performance, c'est une notion qui est plus complexe qu'il n'y paraît. C'est une notion importante en management et qu'il va falloir vraiment apprendre sur le bout des doigts, car très souvent dans le langage commun, on confond avec faire du chiffre d'affaires, réaliser des bénéfices, mais tout ça, dans le langage courant, c'est exprimé de façon extrêmement vague, extrêmement floue. En réalité, en management, cette notion est extrêmement précise. Donc, on récupère d'abord la définition. La performance, c'est la capacité à agir selon des critères définis pour obtenir la production d'un résultat. Elle a 3 dimensions. Première dimension, l'efficacité, c'est la capacité à atteindre un objectif, généralement chiffré. Je me fixe comme objectif de vendre 100 t-shirts. J'ai été efficace si j'ai vendu 100 t-shirts. Deuxième notion, l'efficience. C'est la capacité à respecter les contraintes de ressources et des moyens définis à l'avance. Je reprends mon objectif de vendre 100 t-shirts. Je dois avoir comme objectif, par exemple, donc je serai performant et efficient si je vends mes 100 t-shirts en respectant mon budget de publicité pour mes t-shirts de 1000 euros. J'ai une contrainte de ressources, je ne peux pas faire plus de 1000 euros de publicité pour écouler mes 100 t-shirts. Un peu cher, 1000 euros de pub pour 100 euros de t-shirt, c'est des t-shirts chers. Et puis la pertinence,
la corrélation des moyens utilisés et des objectifs à atteindre. Je viens de le souligner, 1 000 € pour vendre 100 t-shirts, ça fait vraiment quelque chose qui n'est pas pertinent en fait. C'est vraiment une grosse dépense de publicité pour un objectif de 100 t-shirts. Mais il faut le mettre en perspective. Si c'est 100 t-shirts à 10 €, c'est vraiment pas pertinent. Si c'est 100 t-shirts à 200 € ou à 2 000 €, c'est pas du tout la même chose. C'est ça la pertinence. On va devoir mettre en perspective les moyens utilisés, les objectifs et la rentabilité que l'on obtient. Donc, être performant, c'est être efficace et efficient en même temps dans une situation donnée, un contexte économique, un contexte de ressources. Si je dois vendre non pas 100 t-shirts, mais 10 000 t-shirts, est-ce que je vais avoir assez de 1 000 € de publicité? Est-ce que du coup c'est pertinent? Donc il faut avoir des moyens suffisants pour atteindre les objectifs et il faut que ces moyens soient pertinents. Alors, maintenant que nous avons défini ce qu'est la performance, on va se poser la question de comment est-ce qu'on la mesure. Parce que pour savoir si on est performant, par exemple, dans la définition de l'efficacité, eh bien, il y a j'ai atteint mes objectifs. Donc, il faut bien mesurer si j'ai atteint mes objectifs. Alors, on va avoir un certain nombre d'indicateurs puisque la performance, elle peut être sur de nombreux facteurs et sur de nombreuses dimensions de l'entreprise. On ne peut pas considérer la performance uniquement sous l'angle financier. C'est un élément important, on ne va pas se mentir, mais ce n'est pas le seul. Eu égard notamment à ce qu'on disait tout à l'heure sur les finalités de l'entreprise. Donc, les indicateurs financiers, on va les trouver dans la mesure de la performance, donc les taux de rentabilité, les taux de marge, etc. On va trouver de la mesure de la performance pour des indicateurs sociaux, avec par exemple l'ancienneté, un taux de turnover, le taux d'absentéisme, les indicateurs concernant l'égalité hommes-femmes, les inclusions, etc. Mais on peut également avoir des indicateurs et des analyses de performance qui soient ciblées sur un élément spécifique. C'est-à-dire que la performance, elle peut être globale pour l'entreprise, elle peut être à l'échelle d'un service ou elle peut être à l'échelle d'une personne. En fonction des structures, des organisations, des entreprises et de ce que l'on cherche à savoir, en fait. C'est vraiment un outil flexible et non pas un outil de contrainte comme c'est souvent vécu. Et donc cet outil flexible, il peut également être orienté par exemple sur des indicateurs sur le service commercial, donc chiffre d'affaires, ouverture de boutique, nombre de clients, panier moyen par exemple. Il peut y avoir également des indicateurs environnementaux et aujourd'hui ils ne sont vraiment pas à négliger. Donc l'émission carbone, le coût énergétique, le taux de recyclage, 3 petits points, le taux d'énergie verte par exemple, plein de choses. Je vous inviterai, je vous laisserai le diaporama à regarder la petite vidéo sur le management de la performance. Elle est un peu ancienne, mais je la trouve très actuelle, vraiment très intéressante. Alors concrètement, à quoi ça ressemble un tableau de bord? Eh bien, ça ressemble à des tableaux, il y a des graphiques, d'accord? Avec des indicateurs comme l'atteinte des objectifs, la définition des objectifs, l'évolution, on la voit ici, un petite courbe, l'évolution des indicateurs, et ce sont des éléments qui sont extrêmement importants, ces tableaux de bord, car ce sont à la fois des outils de prévision, ils vont permettre de définir les objectifs par rapport à la stratégie, par rapport aux moyens qu'on met, on parlait d'allocation de ressources tout à l'heure, et aussi par rapport aux envies et aux besoins de l'entreprise. Aussi par rapport à l'année précédente, par exemple, c'est un moyen très courant d'utiliser, de faire une prévision. Et puis, c'est également un outil d'analyse des performances. Est-ce qu'on a été efficace? Est-ce qu'on a été efficient? Est-ce qu'on a bien utilisé les ressources qui étaient mises à notre disposition? Quels sont les objectifs qui ont été atteints? Quels sont ceux qui n'ont pas été atteints? Et pourquoi? Et donc, ce sont des outils
extrêmement intéressants que vous verrez en entreprise. Alors, on peut les décliner, hein, je vous le dis une deuxième fois, hein. On peut décliner pour toute l'entreprise, pour un service, pour une opération de communication ou une opération commerciale, par exemple. Et on peut également le décliner avec tout un tas de niveaux intermédiaires. Donc, les tableaux de bord, c'est un outil que vous verrez toute votre vie en entreprise. Et si vous devenez entrepreneur, c'est un outil que vous mettrez en place. C'est terminé pour cette partie.